Salut Discipuli, bonjour à tous les élèves de toutes les sections confondues. C'est Magui Dieudonné, vous le savez toujours, avec le latin ainsi que le français. Alors aujourd'hui, nous continuons avec nos résolutions des différents items avec les cours de français aujourd'hui. Comme nous avions commencé ces jours-là, on s'était limité sur la 15e question. Alors, nous prenons la 16e question puisqu'elle était une question hors texte, notre premier texte qu'on avait déjà abordé. Alors, la 16e question s'est présentée comme suite. Indiquer l'assertion dans laquelle le participe passé est correctement employé. Alors ici, nous avons l'emploi de participe passé. Vous savez qu'il y a un ribambelle de règles sur l'accord de participe passé. Je sais aussi que vous n'êtes pas seulement limité sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir et être, ainsi que le participe passé employé seul non plus. Il y a d'autres règles. Entre autres, les participes passés des verbes pronominaux, les participes passés suivis de l'infinitif, les participes passés de cru, dit, ainsi que d'autres. Il y a autant de règles. Alors, soyez très attentifs pour voir de quelle manière nous allons procéder pour aboutir à trouver la meilleure des réponses. Alors, pour trouver la meilleure des réponses, il faut aussi la maîtrise des différentes règles qui sont liées à cet accord. Nous avons la première phrase. Cette fille est allée cueillir des noisettes. En voyant la première assertion, nous avons là le participe passé du verbe aller, aller qui est là employé avec l'auxiliaire avoir, est allé. Et comme nous avons l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être plutôt ici, est allé, on devrait accorder les participes passés aller avec les sujets. C'est-à-dire, il se rapporte au sujet et l'accord doit se faire avec son sujet. Alors, en regardant ici, les sujets filles et du genre féminin et nombre singulier. Donc, aller devait nécessairement doubler les et. Donc, pour prendre la forme féminine. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Ce qui veut dire, dans cette assertion, le participe passé n'est pas bien accordé. Nous prenons la deuxième assertion. L'émigration est souvent causée par les chômages. Nous avons les verbes causer qui est à la voix passive. Alors, vous savez que la règle dit, lorsque le verbe se met à la voix passive, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, cette fois-ci, il devait s'accorder avec les sujets qui est l'émigration. Alors, si vous regardez là bien, on n'a pas doublé les « et ». Ce qui veut dire, il est aussi une phrase dans laquelle le participe passé n'est pas bien accordé. Troisième phrase, la voiture a ralenti dans la montée. Nous avons la voiture a ralenti. A, c'est l'auxiliaire avoir, employé avec le verbe ralentir. Mais si vous regardez bien là-bas, à la fin, on a accordé. Or, les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir s'accordent en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Si celui-ci le précède. Alors, dans la phrase, nous voyons que les participes passés ralentis n'est pas employé d'abord avec... il est employé avec l'auxiliaire avoir, bien sûr, mais le COD ne le précède pas. Et en plus, on a dit, si la phrase n'a pas de COD, les participes passés restent invariables. Ici, quand on posait la question, la voiture a ralenti ou dans la montée, ici nous avons les verbes à l'essence d'un verbe qui ne s'accorde pas avec cet auxiliaire, c'est-à-dire qui est un verbe intransitif, puisque ici, ralenti a l'essence intransitif, ce qui veut dire que les participes devaient rester invariables, au motif qu'il n'y a pas quand même un COD. Alors, ici, nous voyons qu'on l'a accordé aussi, il y a le « et » à la fin. Ce qui veut dire c'est incorrectement accordé. Et nous avons la quatrième assertion, les prisonniers ont été massacrés. Voilà, quand nous prenons les prisonniers ont été massacrés, nous avons là-bas l'auxiliaire être été avec massacré qui est bien accordé. Alors, c'est la quatrième assertion. Dans la cinquième, les difficultés ont été résolues. On a accordé résolu, mais on a oublié les S, puisqu'il fallait mettre E et S. Et pour marquer les féminins,
ls pour marquer les pluriels, ce qui n'est pas fait. Alors, c'est l'assertion 4 qui est la bonne. Là, nous passons au texte numéro 2. Texte numéro 2, c'est un texte que je vais vous lire maintenant. Je vous avais dit que les textes sont trop longs. À telle enseigne question, nous allons les mettre ici au tableau. Ça prendra tout cet espace. Alors, c'est ainsi que nous allons lire comme ces jours-là. Nous allons procéder par la lecture. Vous devez être attentifs. Et après la lecture, nous allons procéder à la résolution des questions. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu? Je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées. Triste, et les jours pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur la tombe un bouquet de verts et de bruyères en fleurs. Je relis encore. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'entends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées, triste, et les jours pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur la tombe un bouquet d'éhous verts et des bruyères en fleurs. Voilà, nous avons là le texte. Vous avez senti la cadence de la lecture et ça vous dit déjà quelque chose. Alors, nous prenons la 17e question puisque les items numérotés de 17 à 28 se rapportent au texte numéro 2. Alors, nous prenons la 17e question. Ce texte appartient au genre, voilà, je pense que vous regardez avec moi le texte, comment on l'a centré sur le papier. En centrant le texte sur le papier, déjà vous devez comprendre que nous avons des courtes phrases. Les courtes phrases qui sont là, et nous avons les regroupements de ces phrases-là en strophe. Et directement en regardant la manière dont le texte est écrit et de la façon dont je fais la lecture. C'est les genres. Insertion 5, dramatique. Vous savez que les drames, c'est parmi les genres littéraires qui consistent à dramatiser l'histoire, soit à faire du théâtre avec cette histoire-là. On dramatise l'histoire. Ici, on a dramatisé? Non. Quatrième assertion, genre épique, l'épopée. Vous savez, l'épopée, c'est les genres poétiques dans lesquels nous faisons l'éloge d'un grand roi, d'une légende, comme nous avons l'épopée de Virgile, par exemple, Énéide, en faisant l'honneur à Énée. Voilà. Nous avons aussi les genres romanesques. Est-ce que c'est un roman? Non, ce n'est pas un roman. Un roman, vous savez que c'est les genres littéraires dans lesquels on a de raconter l'histoire. Ainsi, nous avons la deuxième assertion, prosaïque. La prose, vous savez très bien, c'est un texte dans lequel on raconte l'histoire avec des paragraphes et des longues phrases. Or, ici, on n'a pas de longues phrases. Et genre poétique, très bien, puisque les poèmes, c'est là où les poètes expriment ses sentiments. Nous avons des courtes phrases qu'on appelle vers et nous avons des groupements de vers qu'on appelle strophes et chaque vers est en train de rimer à la fin. Ainsi, c'est cette assertion sur genre poétique est la meilleure. Très bien. Nous prenons la 18e question. De tous ces vers, celui qui traduit la solitude et la solitude, c'est le contraire de solidarité. Vous le savez très bien. Solitude, c'est l'effet d'être seul. D'être seul. Alors, dans le texte, vous comprenez que l'auteur est en train de traduire ici, d'exprimer ici les sentiments de la solitude. Alors, on vous pose la question de savoir si réellement dans ces vers suivants, dans ces regroupements ici, ces assertions ici, laquelle traduit réellement la solitude. 1. Triste, et les jours pour moi sera comme la nuit.
Il n'y a pas la solitude là-bas. Seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées. Voilà. Deuxième assertion, puisqu'ici on est seul. Quand on est seul, on devient comme un inconnu et les yeux, les dos est courbés et les mains sont croisées. Troisième assertion, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Non. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Non. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Non, là, quand on marche, on suppose qu'on doit toujours rencontrer quand même des gens au cours de la route. La solitude est là, seul, inconnu, les dos courbés et les mains croisées. Nous prenons la 19e question. La proposition qui résume mieux l'attitude du poète. Ici, on veut qu'on puisse dégager la vraie attitude du poète exprimée dans ses poèmes. Du poète plutôt exprimé dans ses poèmes. L'attitude exprimée par les poètes dans ses poèmes. Première assertion. Colère, gaieté, abattement. Non, ici, notre poète n'a pas exprimé la colère, ni même pas la gaieté. Compagnie plutôt, gaieté, empressement. Non, ici il n'y a pas compagnie puisque la personne n'est pas dans la solidarité, mais elle est dans la solitude. Elle n'est pas accompagnée. Troisième assertion, attention, curiosité, hâte. Non, ici il n'y a pas la curiosité, il n'y a pas la hâte, la personne ne s'empresse pas. Quatrième, solitude, méditation, abattement. Très bien. Ici, il y a la solitude qui est exprimée, il y a l'abattement et il y a aussi la méditation. Indifférence, négligence, lenteur. Non, c'est la fausse assertion. Alors, directement, nous prenons la 20e question. Ce texte est composé de... Nous sommes là. Regardez-moi. Le texte est là, dans mes mains. Quand vous le regardez, vous voyez que nous avons des strophes, non? Les quatrains, bien sûr. Parce que nous avons là-bas, dans chaque quatrain, il y a au moins un quatrain. C'est une strophe composée de 4 vers. Et nous avons là-bas 3 quatrains. C'est un poème à forme fixe. 3 quatrains là. Et chaque quatrain est composé de 4 vers, comme je l'ai dit. Alors ici, on vous demande, ce texte est composé de 6 doublés. Ici, il n'y a pas question de doublés dans le texte. Il est composé de 12 distiques. C'est quoi les distiques? Les distiques, ce sont des strophes qui contiennent 2 vers. Or, ici, déjà, les strophes contiennent 4 vers. Donc, c'est la fausse réponse. Si nous prenons 12 vers, très bien. Les textes sont composés de 12 vers, puisque nous avons dit, nous avons 3 quatrains. Or, chaque quatrain compte 4 vers. 12 phrases. Ici, on ne voit pas des phrases, ce n'est pas la prose. Ici, c'est la poésie. 3 tercets. Non, les tercets, c'est quoi? Les tercets, c'est la strophe qui est composée de 3 vers. Or, ici, nous avons les quatrains, puisque chaque strophe contient 4 vers. Voilà. La meilleure assertion, c'est la 3e. Nous avons 12 vers. Nous prenons la 21e question dans la phrase. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. On a souligné là-bas les mots ni. Et on vous demande les mots soulignés là. Ni, à quelle nature? Pour donner la nature des ni. Ni, commençons du bas vers le haut. 5 substantifs. Non. Un substantif est un nom. Est un nom. Alors là-bas, ce n'est pas un nom. Ni n'est pas un nom là-bas. Adjectif. Non. Ni n'est pas un adjectif, puisque l'adjectif, c'est un mot qui se joint au nom pour le déterminer ou pour le qualifier. Là-bas, ni n'a pas déterminé un nom, n'a pas aussi qualifié un nom. Nous avons là-bas un verbe. Non. Les mots d'action ou les mots qui expriment l'action faite ou l'action subie. Alors, ni n'est pas un verbe, si on ne peut pas le conjuguer. Conjonction. Alors, tirez attention. Ni, dans la phrase, il est accompagné par les nés explétifs. Je n'ai ni. Lorsque ni est accompagné par les nés explétifs, il n'est pas être une conjonction. Il est conjonction lorsqu'il va jouer les rôles d'unir des propositions, ou soit de laisser les choix entre les deux propositions ou les deux mots ayant la même fonction. Alors, dans ces cas ici, puisque ni est accompagné par les nés explétifs, il sera un adverbe de négation. Je n'ai ni. Alors, nous avons déjà les nés explétifs avec ni là-bas. Directement, le ni prend l'essence adverbiale. Je pense que vous me comprenez très bien, n'est-ce pas? N'ayez pas de difficultés. La 22e question. Dans la phrase,
sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Les mots soulignés là-bas, c'est le mot bruit qui est souligné. Bruit est souligné et l'auteur nous demande les mots soulignés a pour nature. La nature du mot bruit. Un adverbe? Non, bruit n'est pas un adverbe. Parce que l'adverbe est le mot qui modifie. Il vient pour modifier un adjectif, un nom ou un autre adverbe. Conjonction, non, nous l'avons déjà défini là-bas. Vous savez que la conjonction, c'est le mot là qui joue le rôle d'unir. 3. Les verbes. Non, bruit n'est pas un verbe parce qu'on ne peut pas conjuguer le verbe bruit au temps présent. Ça n'existera jamais. Adjectif, non, nous l'avons aussi défini là-bas. Mais un bruit devient un substantif. C'est un substantif, un nom qui veut dire les sons produits. Voilà, les bruits. 23e question. Une seule de ces propositions contient les mots mal définis. Alors, ici nous avons 5 mots définis. On vous demande de découvrir les mots qui ont la mauvaise définition. Ça, c'est de la lexicologie, vous le savez très bien. Nous prenons du bas vers le haut encore. Bouquet. Un bouquet, c'est un assemblage de fleurs coupées dont les tiges sont disposées dans les mêmes sens. Voilà. Les bouquets de fleurs, non? Voilà. Les bouquets, c'est l'ensemble des fleurs qu'on a coupées et les tiges là sont disposées de la même manière. Très bien. Là, c'est correct. On demande là-bas les mots dont la définition n'est pas correcte. 4e assertion, tombe. Du verbe tomber. Non, tombe du sépulcre. Voilà, tombe, lieu où l'on ensevelit les morts. Très bien. Ici, c'est la tombe. Les tombeaux, bien sûr, non? Voilà, la tombe. 3. Montagne. Importante élévation des terrains. Vous savez, la montagne, non? C'est les terrains qui s'élèvent et ça forme là-bas une élévation des terres. Et ça devient une montagne. Correct aussi. Prenons 3, 2 plutôt. Campagne. La campagne, quand on dit je pars à la campagne, terre cultivée hors d'une ville. Très bien. On dit vous êtes des campagnards, donc vous venez un peu des terres qui sont hors de la ville, donc les villages en quelque sorte. Là, c'est bien défini aussi. Aube. Je me réveille à l'aube. On dit l'aube, le moment où la nature du soleil couchant termine à blanchir l'horizon. Non. Déjà, quand on dit l'aube, c'est le soleil levant. Très bien. Là-bas, les mots dont la définition ne correspond pas, c'est les mots aube. Aube ne signifie pas le soleil couchant, les moments où le soleil couchant, mais c'est le moment où le soleil s'élève. Donc 4 heures, 5 heures, on dit à l'aube. Très bien. Alors, nous prenons la 24e question. Indiquez les synonymes de voile. Les mots voile. Voile a pour synonyme, du bas vers le haut encore, gerbe. Non. Gerbe des fleurs, ça ne peut pas être le synonyme du mot voile. Altitude, non. Sépulture, non, comme tombe. Aurore, non. C'est rideau. Rideau, l'assertion 2, qui est la bonne réponse. Voile ou rideau. 25e question. Dans la phrase, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Les groupes de mots soulignés jouent la fonction de. On a souligné les mots fixés. Déjà, vous devez savoir que fixé, ça vient aussi du verbe fixer, non? C'est aussi, ça a aussi le sens participial, le participe passé. Alors, dans cette phrase, fixer aura maintenant quelle fonction? Puisque là-bas, il n'est pas utilisé comme verbe. 1. Groupe complément circonstanciel des lieux. Non, fixer ne désigne pas les lieux. On doit poser la question là-bas où? 2. Groupe complément circonstanciel de manière. Tirez attention là-bas. Ici, ne désigne pas la manière dont les yeux se retrouvent. Non, ce n'est pas ça la fonction. 3. Groupe complément d'objet direct. Tu vas dire quoi? Les yeux quoi? Fixés? Non, ce n'est pas un complément d'objet. L'attribut. Non, l'attribut est un adjectif qualificatif qui est uni ou non par l'intermédiaire d'un verbe copié ou d'un verbe du type similaire. Voilà. Épithète, oui. Fixé devient l'épithète puisque c'est un qualificatif. Il qualifie les yeux sans l'intermédiaire d'un verbe. Alors voilà mes chers amis, nous avons terminé pour cette première partie avec la 25e question. Les questions se rapportant au texte numéro 2 et nous allons continuer là-bas avec
la 26e, jusqu'à atteindre d'abord 28 questions qui sont dans le texte et après on va aborder les questions hors texte. Au revoir et à bientôt.